Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère vraiment que vous allez bien et que vous avez le cœur bien accroché, en tout cas pour les Montpelliérains, si tant est qu'il y ait d'autres supporters, d'autres clubs ici, puisque même si c'est un média centré Montpellier Sport Club, on parle quand même des autres clubs qui évoluent aussi en Ligue 2. Je pense que vous savez pourquoi je vous ai posé la question. On va aborder ça tout à l'heure. Ça fait partie du sommaire. J'y ai accordé un, un petit chapitre. Voilà, enfin, on prendra le temps qu'il faudra pour en parler. Mais quoi qu'il en soit, jour de match. Donc, on va, on, on va essayer de rester ensemble 1 heure à 1 heure et demie. Voilà, et puis on se quittera à ce moment-là. Ça devrait nous emmener à peu près vers 19h30, 19h45, voilà. Mais jour de match aujourd'hui, deuxième journée de la Ligue 2, c'est cool, c'est cool. Après cette longue attente, on a enfin eu le début de saison qui a commencé la semaine dernière. Malheureusement, on a fait une contre-performance, mais on a l'opportunité à partir de ce soir de se racheter pour les Montpelliérains et ça vaudra aussi pour les autres clubs qui ont fait une contre-performance lors de la première journée. Et ça sera aussi l'opportunité pour certains de confirmer les belles promesses qu'on a pu voir lors de la première journée. Et ça va être intéressant à suivre. Donc ce soir, ça commence à 20h45. Voilà. Et pour la petite info, c'est le dernier multiplex parce qu'à partir de la semaine prochaine, la Ligue 2 va reprendre son format sur 3 jours, c'est-à-dire que le vendredi, on aura un maximum de matchs à 20h, bah, le multiplex justement à 20h, et ensuite on aura 2 rencontres le samedi. Voilà, c'est 2 rencontres le samedi, il me semble, si je ne me trompe pas, hein, peut-être que je dis des bêtises, à confirmer, mais j'aurai l'occasion de vous le confirmer. Et, euh, et puis ça se conclura par euh, une rencontre le lundi soir à 20h. Voilà, en prime time. Moi, je trouve que c'est plutôt bien le fait de jouer le lundi à 20h. Et puis le fait qu'on retrouve aussi comment dire, cet échelonnement, voilà, au fur et à mesure. Donc peut-être que je me suis trompé. Et que le samedi, finalement, on va avoir 3 matchs. C'est-à-dire qu'il y aurait 2 matchs à 14h et un match à 20h le samedi, plus le lundi soir, un match à 20h. Ce format-là, un peu comme l'année dernière, serait vraiment super intéressant pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, deuxième journée ce soir, donc je vais vous montrer tout de suite le programme. Et c'est parti pour le sommaire. Donc voici le sommaire que je vous propose, et comme vous pouvez le voir tout de suite, hein, en haut à gauche, c'est officiel, hein, Mamadou Camara, il est absent entre 4 à 6 semaines après une blessure à l'épaule. En revanche, on a Everson qui est de retour dans le groupe. Il ne sera pas titulaire à mon sens, puisque Della Meda a fait un super match. Mais s'il est dans le groupe, c'est qu'il est en capacité de jouer, donc il va postuler fortement pour rentrer. Surtout qu'on a vu que Meda a pu avoir des crampes suite à la préparation physique de cette saison. Voilà. Mais Everson est de retour dans le groupe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, même si je vous avoue que sur la balance, ça penche fortement en notre défaveur. On va en parler, hein, puisqu'on va évoquer ça notamment dans la revue de presse du MHSC. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose un épisode en 3 parties, voilà, avec un premier bloc avec la revue de presse. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis, donc on va lire ça, on va en discuter. Et puis on va enchaîner avec la conférence de presse de Nancy, notamment du coach Oswald Tanchot, voilà, qui dit des choses assez intéressantes. Et j'ai envie qu'on se penche dessus, puisque ça va nous aider à comprendre un peu ce que Nancy va chercher à faire, puisqu'ils ont fait, on l'a vu hier, euh, lors de l'analyse de Boulogne-Nancy. On a vu hier qu'ils se sont déplacés lors de la première journée en faisant une belle prestation et en dominant
assez largement la rencontre. Voilà, ils ont juste eu un défaut dans la finition. On va espérer que ça va se poursuivre ce soir contre nous. Mais voilà, donc je vais vous proposer du coup cette conférence de presse du coach nancéen. Et puis on va analyser ça ensemble. Et ensuite, on va se projeter vers les 11 probables de la deuxième journée de Ligue 2. Donc quand je dis les 11 probables, c'est les 11 de chaque équipe, hein. Voilà, donc on va se faire ça et puis on va pouvoir essayer, en fonction des compositions, de voir les dynamiques d'équipe et puis les plans de jeu qu'on pourrait déduire de ces compositions. Voilà, donc ça restera bien sûr que les compositions probables et forcément, bah, il peut et pourrait y avoir encore des surprises au moment de la composition officielle. En tout cas, pour Montpellier, c'est évident par rapport à la composition que moi je vous avais annoncée hier. Forcément, en pointe, il va y avoir une surprise. Soit Maignan Pavé, à mon sens, en tout cas, va être titularisé, ou soit Daryl Benlalou va être titularisé. À voir. Tout en sachant que Benlalou n'est pas entré en jeu la semaine dernière à la Mosson, alors que Zoumana Kamara avait encore un changement. Il a effectué que 4 changements, alors qu'il avait encore une ressource sous la main. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On commence tout de suite par la revue de presse MHSC et je vous emmène tout de suite sur le Midi Libre. Allez. Donc, hop. On va y aller. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez le retour écran, mais j'espère que c'est le cas. Donc là, vous voyez, il y a 2 articles qui sont sortis. Donc, je vous propose qu'on commence par la mauvaise nouvelle, à savoir la blessure de Mamadou Camara. On va essayer d'en apprendre un peu et de développer aussi. Donc, je vous le lis. Mamadou Camara a déclaré forfait pour le déplacement à Nancy. Publié le 14 août 2026 à 11h06, mise à jour à 14h26. Article rédigé par Maxime Reynaud. Pour son premier déplacement de la saison à Nancy ce vendredi 14 août, 20h45, Montpellier devra composer sans son attaquant, victime d'une blessure à une épaule à l'entraînement. Le milieu, lui, est de retour, donc ils ont oublié Everson. Le milieu, Everson, lui, est de retour après avoir été incertain. C'est une mauvaise nouvelle dont se serait bien passé Montpellier. Son attaquant Mamadou Camara a déclaré forfait et ne figure pas dans le groupe de 18 joueurs dévoilé ce vendredi matin, à quelques heures du déplacement à Nancy, 20h45, comptant pour la deuxième journée de Ligue 2. Alors on va voir ce groupe un peu là. Tac. Donc dans le groupe, on a Simon Ngapondouenbou et Zodic. Donc ça c'est bien pour Zodic, hein. Il est un peu plus présent en tant que deuxième gardien dans le groupe. C'est très bien, ça veut dire que le club veut le mettre en avant. On va croiser les doigts en espérant qu'il n'y ait pas de blessure de Simon, même si Zodic est en capacité de jouer, puisque c'est une valeur, c'est comment dire, je cherche le terme, j'ai un trou de mémoire. C'est un enfant du club. En tout cas, c'est un enfant du club et vous connaissez moi ma politique là-dessus sur les enfants du club, c'est-à-dire que les enfants du club, il faut les valoriser en les faisant jouer un maximum quand c'est possible. Ensuite, en défense, on a El Anash qui devrait logiquement retourner sur le banc suite à la fin de suspension de Enzo Chato. Et Enzo Chato, lui, rebasculerait en tant que titulaire. Donc El Anash, Laporte, Meda, Saint-Luce, Mwanga et Chato en défense. En milieu, nous avons Pays, Chenaï, Everson, Abderrebi, Ayem, Vidal-Cartou. Et en attaquant, on a Issoufou, Moukielé, Benlalou, Maignan.
Ok. On retourne là-dessus. Ok, comme annoncé plus tôt, l'avant-centre malien s'est blessé à l'épaule droite lors d'une opposition à l'entraînement mercredi. Ah, du coup, c'est arrivé mercredi et on l'apprend que maintenant. Ils ont sûrement dû vouloir faire des tests pour confirmer s'il pouvait participer ou pas. A finalement précisé le club en début d'après-midi dans un inhabituel point médical. Son absence, ajoute le court texte, est évalué entre 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines, c'est vraiment la grosse tuile parce qu'en fait, ça voudrait dire que il serait absent jusqu'à la trêve et en gros, on le récupérait qu'à l'issue de la trêve, hein. Ça serait courant septembre en tout cas. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle, mais ça reste. Il y a des motifs d'espoir. Il y a des motifs d'espoir dans le sens où bah, euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et les autres, qui sait, ils sont deux actuellement en capacité de jouer avant-centre. C'est Maignan Pavé et Daryl Benlalou. Donc là, à mon sens, ce qui serait intelligent de faire, maintenant, ce n'est que mon opinion, hein, mais ce qui serait intelligent de faire pour Zoumana Camara, ça serait d'alterner ce remplacement de Mamadou Camara par une suppléance de Maignan Pavé en titularisation. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant du club, c'est un produit du club. Et en fait, au vu de toute la vague médiatique qu'il y a eu autour de lui, il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer un maximum. Et le fait qu'il y ait 4 à 6 semaines d'indisponibilité pour Mamadou Camara, ça, en fait, il faut l'interpréter pas comme une mauvaise nouvelle, puisque la blessure, elle est actée. Hein, on peut pas retourner en arrière. En revanche, maintenant qu'on sait que on ne pourra pas utiliser Mamadou Camara pendant 6 semaines, faut se pencher directement sur qui peut le remplacer. Et du coup, comme je vous disais, on en a deux. Maignan Pavé, 16 ans, et Daryl Benlalou, 20 ans, il me semble, qui sont là en capacité de jouer à ce poste d'avant-centre. Donc, à mon sens, il faudrait que Zoumana Camara alterne entre ces deux-là. Maignan Pavé en titularisation, en titulaire. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant du club et au vu de tout le boucan médiatique, faut le valoriser. Plus il va jouer, plus il va prendre de la valeur, en espérant qu'il soit décisif. Ça a déjà commencé la semaine dernière, puisque malgré tout, le but à la Mosson lui a été attribué. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Plus il va être décisif, soit par des passes décisives ou des buts, et plus sa valeur marchande va augmenter. Dans tous les cas, on sait très bien qu'on n'a pas les finances pour le garder. Autant le faire jouer un maximum de façon à ce qu'il soit valorisé et à ce qu'il progresse aussi surtout. Voilà, c'est d'abord surtout ça, qu'il progresse. Et parce que s'il progresse, forcément, il va s'améliorer. S'il s'améliore, ses résultats et ses performances seront mieux, et tant mieux pour nous. Et ensuite, pour pas trop lui mettre de pression, alterner ses minutes avec Benlalou, parce que Benlalou, Zoumana Camara, on l'a fait venir à l'instar de Nordan Mukele, pour qu'il joue. Donc il faut le faire jouer, Daryl Benlalou. Il n'est pas rentré la première journée à la Mosson. Là, c'est le moment, à l'extérieur, au vu du contexte de la blessure de Mamadou Camara, de le faire jouer. Donc je dirais 60 minutes 60-65 minutes pour Maignan Pavé, et les 20-25 minutes qui resteraient avec le temps de jeu, parce que maintenant le temps de jeu va en général est de 5 minutes, 20 à 25 minutes de temps de jeu pour Daryl Benlalou. Donc, utiliser ce binôme Maignan Pavé Benlalou pour ce rôle d'avant-centre. Et dans tous les cas, les deux vont progresser. Benlalou, il est aussi venu à Montpellier pour ça, pour gagner du temps de jeu. Et il est suivi par Lyon en prêt. Lyon ne l'a pas prêté comme ça. C'est en vue de le faire jouer. Et on connaît aussi l'Académie lyonnaise qui est bonne. Donc, moi, c'est ce que je vois et c'est là-dessus que je me projetterai. Donc, j'espère ce soir voir Maignan Pavé titulaire. Maintenant, ça sera aussi à lui
saisir les opportunités, hein. Une carrière, en fait, à mon sens, c'est aussi des opportunités. C'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et ce soir, Maignan Pavé, il en a l'opportunité après être rentré la semaine dernière à la Mosson pour la première fois dans un match professionnel. Bah là, c'est le grand bain direct. C'est match à l'extérieur. L'attaquant titulaire est blessé. En tout cas, le scénario est beau. Le scénario est beau et plutôt sympa pour voir Maignan Pavé commencer réellement à écrire son histoire, aussi courte qu'elle soit, parce qu'il ne restera pas, ne soyez pas dupes, soyez bien réalistes, hein, c'est pas les bisounours, maintenant c'est du foot business. Et à un moment donné, il partira, mais pour maximiser son départ, il faut prier que les planètes s'alignent et qu'il arrive à être décisif un maximum. J'espère en but dans un premier temps, parce que c'est pas un joueur de côté, même s'il a la capacité de jouer sur le côté, hein. Mais c'est un avant-centre avant tout. Donc on lui souhaite d'être décisif en but et en passe décisive. En profil joueur, c'est plus un profil comme Erling Haaland, hein. Pourquoi il a 16 ans, il est toujours en phase d'apprentissage et de progression. Il n'est pas fini du tout, il a encore plein de choses à apprendre. Mais l'opportunité qu'il a maintenant de commencer aussitôt, c'est une opportunité géniale. Voilà, et il y a du boulot pour être allé à l'entraînement les semaines précédant le début de saison, durant la préparation. Zoumana Camara porte vraiment un œil attentif sur lui et l'ensemble du staff aussi, qui le conseille énormément. En tout cas, le staff conseille énormément les 5 jeunes issus de la Gambardella. Donc, pour rappel, Maignan Pavé, Abderrebi, Vidal Cartou, Tidiane Diallo et Mati Chambon. Voilà, donc mauvaise nouvelle pour la blessure de Mamadou Camara. On lui souhaite un bon rétablissement, qui profite vraiment de cette période de blessure pour faire se rétablir correctement, ensuite faire une bonne rééducation et puis revenir après la trêve à 100% boosté parce qu'il aurait été encore mieux acclimaté et pour qu'on puisse profiter de ses qualités d'avant-centre. Voilà, en tout cas, on aura besoin de lui. Donc, bon rétablissement à toi, Mamadou. Et puis, à très vite sur les pelouses de la Mosson et les pelouses de nos adversaires. On poursuit l'article. Ce forfait s'ajoute à celui du milieu Florian Tardieu qui se remet d'une entorse à la cheville droite survenue durant la préparation. Maignan pour une toute première titularisation, c'est ce que je vous disais, en tout cas moi c'est ce que je vois, puisque c'est une force vive, voilà, c'est le terme que je cherchais l'année dernière. Il faut taper sur nos forces vives et miser sur nos forces vives. Certes, il est jeune, mais pour moi quand on est jeune, il n'y a pas d'âge. Enfin, quand on est bon, il n'y a pas d'âge en fait. S'il est bon, il joue, c'est tout. On a des jeunes qui sont bons, il faut les faire jouer. La jeunesse, c'est une force, hein. La jeunesse, c'est un atout avant tout. Voilà, il faut utiliser ça. Il est jeune, il va pouvoir faire un maximum de courses. Donc, moi, je le vois bien sur 65 bonnes minutes. Et après, on met de la fraîcheur avec Daryl Benlalou qui, lui, va vouloir maximiser aussi ces 25 minutes qu'il va avoir, puisque la semaine dernière, il n'a pas joué. Donc, je poursuis l'article. Sans Camara arrivé cet été de Laval, le coach montpelliérain Zoumana Camara est contraint de revoir ses plans. Nordan Mukiele, Yanis Issoufou, Daryl Benlalou peuvent postuler à une titularisation à la pointe de l'attaque. Tout comme le jeune Lassiné Maignan, 16 ans. 6 jours après une première apparition en pro couronnée d'un tout premier but contre Dijon 1-1. Par ailleurs, le milieu Everson Junior fait son retour. Le franco-brésilien avait été victime d'une alerte musculaire à une cuisse lors du dernier match de préparation contre Rodez. 4-2. Ce retour est doublé de celui du latéral droit, Enzo Chato, qui a purgé son match de suspension. Par conséquent, Mati Chambon sort d'un groupe où ne figure toujours pas ni Khalil Fayad, ni Junior Ndiaye, sur lesquels le staff montpelliérain ne compte pas pour l'instant. En tout cas, pour les deux, Khalil Fayad et Junior Ndiaye, il reste une quinzaine de jours, hein, puisque le mercato il ferme ses portes à 20h le 1er septembre. Donc, il reste une quinzaine de jours pour essayer de trouver un point de chute. Et on espère qu'ils vont trouver un point de chute parce que ça permettrait au club de se renforcer. Voilà. Et surtout, ça permettrait de clôturer cette fenêtre du mercato et de permettre au groupe de pouvoir travailler sereinement en comptant sur tous les joueurs présents sans incertitude. Parce que c'est important, les périodes de mercato, c'est vraiment que de l'incertitude.
Le joueur, il peut être là la veille et puis le lendemain, parce qu'il y a une grosse offre, il est parti. Donc, vivement la fin du mercato. Ok, donc voilà, on est fixé. On est fixé. On verra les propositions de composition tout à l'heure. Mais voilà, Mamadou n'est pas là. Bon établissement. Et puis maintenant, il faut faire avec ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, comme je vous dis, une mauvaise nouvelle et d'un certain côté, une bonne nouvelle pour ceux qui sont là et sont en capacité de jouer. Donc là, ils sont deux, Maignan Pavé et Ben Lalou, pour pouvoir occuper ce poste d'avant-centre, puisqu'à mon sens, Mukele a bien performé à gauche et semble plutôt parti pour jouer à gauche cette saison. Donc il n'y a pas de raison que Zoumana Camara chamboule tout. On va poursuivre avec le deuxième article. Où est-ce qu'il est ? Voilà, il est là. Alors c'est un article qui est sorti aussi aujourd'hui à 9h34. Je vous le lis. Nancy MHSC, Montpellier revanchard. Climat hostile et gestion des côtés. Les clés du match selon Benjamin Psaume. Enzo Chato, de retour de suspension et très certainement dans le 11 de départ, aura un rôle essentiel face aux côtés nancéens selon Psaume. Donc, publié le 14 août 2026 à 9h34, article rédigé par Maxime Reynaud, encore une fois, le spécialiste foot de Midi Libre. Nouveauté de cette saison, dans le cadre du partenariat entre Midi Libre et le Montpellier Sport Club, son consultant, l'ex-joueur Benjamin Psaume, livre ses clés des rencontres du MHSC chaque jour de match. Premier numéro ce vendredi 14 août à quelques heures du déplacement à Nancy, 20h45. Avant votre rendez-vous, le podcast Montpellier Sport Club autour de Bertrand Queneut à retrouver dans le week-end sur toutes les plateformes. Donc Montpellier revanchard. Les Montpelliérains vont être revanchards. Cette inexpérience qui nous a coûté l'égalisation contre Dijon, un but partout, doit servir de leçon à cette équipe et à ce vestiaire très très jeune. Effectivement, c'est jeune, mais c'est pas un point négatif pour moi. Cette jeunesse, en fait, comme je vous disais, c'est un atout. C'est un atout parce que quand on est jeune, on a la capacité de faire un peu plus d'efforts. Et Zoumana Camara va devoir compter là-dessus et je suis certain qu'il va utiliser cette fraîcheur physique autant qu'il peut et qu'il pourra. Je suis persuadé que Zoumana Camara a évoqué et montré toute la semaine à Gramont, notamment en séance vidéo, les carences qui ont suivi le premier but. Il faudra gommer ça à Nancy, qui ne va pas être un match facile. Nancy est une belle équipe qui se reconstruit avec pas mal de bons éléments en termes d'individualité. Ça va être la découverte pour beaucoup de nos jeunes joueurs du stade Marcel Picot, d'un climat hostile à l'extérieur. Donc on attend une équipe revancharde et une équipe surtout qui rattrape les 2 points perdus contre Dijon. Les côtés, force de Nancy, faiblesse du MHSC. Cette équipe de Nancy est assez intéressante, je trouve, sur les côtés. On a analysé leur premier match à Boulogne où ils font 0-0. Je trouve beaucoup d'éléments intéressants, notamment les latéraux et les ailiers avec des profils assez techniques, assez virevoltants, qui aiment le 1 contre 1. Et malheureusement, selon moi, l'une des carences du MHSC qui n'a pas changé depuis la saison dernière, ce sont les latéraux. L'une des clés peut résider là, dans cette gestion des côtés. Si nos latéraux arrivent à contenir les ailiers et les latéraux de Nancy, qui vont dédoubler dans un système en général en 4-3-3, cela fera l'affaire. Par contre, si Montpellier est en grande difficulté sur les côtés, là, il peut se retrouver à concéder pas mal d'occasions. Une composition sans surprise, Chato, seul changement. Je vois Zoumana Camara rester dans la continuité en grande majorité sur sa composition d'équipe par rapport à la première journée. C'est ce qu'on pensait aussi, mais il y aura forcément une surprise suite à la blessure de Mamadou Camara. Ma seule interrogation, et je pense que c'est le seul changement qu'il y aura, c'est peut-être la sortie de Naoufel El Anache au profit de Enzo Chato. Ça devrait être la norme. Donc on aurait 2 changements pour le coup. Peut-être plus, on verra la compo tout à l'heure. Qui était suspendu lors de la première journée. Ensuite, Camara va refaire confiance à ses milieux de terrain très jeunes. L'absence de Florian Tardieu fait qu'on repart avec les mêmes. Je valide. Nordan Mukele qui a été intéressant sur le premier match. Je ne vois pas pourquoi il sortirait du 11 au profit de Yanis Issoufou. On attendra Nicolas Pays qu'il fasse un meilleur match que le week-end dernier. Enfin, la Payade attend que Mamadou Camara marque ce premier but qui le débloquera en championnat. Malheureusement, ce premier but, ça ne sera pas pour tout de suite. Le premier but de Mamadou Camara, il va falloir qu'on attende encore un peu, puisque voilà, il est blessé. Et en tout cas, il reviendra pas tout de suite. Il faut espérer un retour après la trêve.
qui reviennent à 1000%, voilà, avec le couteau entre les dents et l'envie de tout arracher à la Mosson. À la Mosson pour débuter déjà, parce qu'on a envie de le voir marquer. Voilà. Et puis à l'extérieur aussi, parce qu'on aura besoin de faire des coups. Donc ça ne sera pas Mamadou Camara en attaque, on va voir la compo, mais en tout cas, pour le reste de l'article, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Benjamin Psaume. J'aime beaucoup ses analyses à Benjamin Psaume, c'est l'un des rares consultants football objectifs, parce qu'il y en a beaucoup des anciens joueurs, à mon sens, qui, une fois passés de l'autre côté, n'ont plus l'eau et la lumière à tous les étages, on va dire. Voilà, pour rester poli. Mais lui, en tout cas, Benjamin Psaume, il est vraiment pertinent dans ses analyses et je suis assez souvent d'accord avec lui. Donc, effectivement, encore plus aujourd'hui, hein, maintenant que Camara est blessé, va falloir que Nicolas Peilly hausse le curseur. Il va falloir qu'il hausse le curseur et qu'il se rattrape de sa contre-performance, même si ça a été une contre-performance globale le week-end dernier. Il va falloir que Nicolas Peilly il nous montre autre chose ce soir, voilà, cette deuxième journée, et qu'il soit beaucoup plus offensif, qu'il prenne les bonnes décisions, qu'il lâche le ballon plus tôt, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui lui manque à Nicolas Peilly. Autant lui que Issoufou, hein. Mais ce soir, j'attends de Nicolas Peilly qu'il soit plus offensif, plus efficace, parce qu'il en a la capacité, il nous l'a montré. Et puis j'attends qu'il combine beaucoup plus aussi avec Enzo Chato. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est le retour. C'est le retour d'Enzo Chato. Donc on devrait, maintenant qu'on a récupéré Enzo Chato, avoir une attaque beaucoup plus équilibrée, parce que pour rappel, lors de mon analyse de Montpellier-Dijon, on a pu voir via l'aide de SofaScore que nos attaques passaient énormément par le côté de Mukiele, qui a fait une belle performance. Voilà. Et c'est pour ça que j'attends de Mukiele qu'il refasse la même performance et même qu'il augmente le curseur aussi, parce que pour son premier match avec nous, il a voulu être altruiste et a remisé énormément dans la surface, à chercher Mamadou Camara, voire des milieux pour la remettre dedans. Mais pour son premier match, c'était très bien. Mais j'aimerais, au vu de ses qualités, surtout quand on est face à une équipe comme Dijon qui nous pose pas mal de problèmes, qui est bien organisée, qu'il soit parfois un peu plus égoïste, voilà, parce qu'il a la qualité vraiment individuellement de faire la différence. Donc qu'il n'hésite pas à frapper beaucoup plus, voilà, et puis à tenter sa chance tout simplement, parce que il peut faire la différence, au vu de ses qualités, il peut faire la différence. Donc ce soir là, j'attends qu'on commence le match, en tout cas, comme on a commencé la deuxième mi-temps, et qu'il n'y ait pas trop que le round d'observation ne dure pas trop longtemps. Voilà, que Vidal Cartou, c'était sa première, hein, faut pas lui tomber dessus, pas du tout. Que Vidal Cartou rentre directement dedans comme il est rentré en seconde mi-temps, et que Chenaï, voilà, il se lâche. Voilà, j'ai beaucoup aimé le Chenaï de la deuxième mi-temps. Et si tout le monde est à son vrai niveau ce soir, si tout le monde joue de façon impactante, voilà, y a pas de raison qu'on fasse pas un résultat. Et cela malgré le fait que Mamadou Camara soit blessé. Pour moi, la blessure de Mamadou Camara, c'est... alors ça fait chier, clairement, faut le dire, hein, c'est embêtant, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité pour ceux qui sont présents de se montrer et de saisir cette occasion. Il y a 6 semaines, hein, il y a 6 semaines, donc 6 semaines, c'est 6 matchs, c'est 6 journées. Il y a 6 semaines pour progresser et surtout être décisif. Décisif, j'englobe but et passe décisive. Voilà, et à mon sens, hein, comme je vous disais, il va falloir que Zoumana Camara pallie l'absence de Mamadou Camara avec ce binôme Maignan Pavé Ben Lalou en alternant le temps de jeu. Voilà, donc je dirais 60-65 pour Maignan Pavé, histoire de ne pas le cramer et de ne pas trop lui mettre la pression non plus. Et puis 25 à 30 minutes à Ben Lalou. Et puis peut-être même qu'il y aura une autre
une autre gestion du temps de jeu, à savoir un qui joue à l'extérieur, un qui joue à domicile, je sais pas, il y a plein de formules. Mais en tout cas, au vu de la dynamique actuelle, et quand je parle dynamique actuelle, je vous ramène au fait de la première journée, c'est-à-dire que Maignan Pavé a quand même marqué, il a fait une bonne entrée, et c'est son action vers le but qui pousse le défenseur à commettre la faute, et au final, le but est quand même attribué à Maignan Pavé, donc ça c'est très bien. Donc, pour résumer, Maignan Pavé, la Ligue lui a quand même accordé le but. Donc il est à un but. Et donc pour maintenir cette dynamique, il serait tout à fait logique de continuer à titulariser Maignan Pavé. Un, parce que c'est une force vive et un pur produit du club, hein, un enfant de la région. Et deux, bah, pour lui faire prendre de la valorisation sur le marché des transferts, parce qu'encore une fois, je vous le dis, il ne restera pas à Montpellier, c'est sûr. Il y a quand même Paris Saint-Germain, Barcelone, Arsenal ou United, je crois, dessus. Donc, il faut que le petit joue. Et il a du caractère, en tout cas. Il a du caractère, il a de la taille. Il fait 1m87. Moi, j'ai vu 4 matchs de préparation sur les 5. Et il a déjà pas mal de caractère avec un peu de vice. Et il n'hésite pas à jouer du coude, notamment dans le thorax des défenseurs adverses. C'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que le garçon, il est solide mentalement. Et puis, bah, il est aussi altruiste, puisque je me rappelle de sa passe décisive en fin de match, lors de la défaite en match amical contre Cannes de mémoire, où il a l'opportunité d'aller marquer, mais il décide quand même de la remiser à Junior Ndiaye pour la réduction du score. Voilà. Donc ce soir, moi, j'opterais beaucoup plus pour un Maignan Pavé en titulaire, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Allez, on retourne sur le plateau, histoire de reprendre sur le sommaire. Voilà donc pour la revue de presse, hein, du MHSC. C'est acté. Mamadou Camara absent. On va voir ce que va nous proposer Zoumana Camara. Maintenant, j'ai envie de vous emmener sur la conférence de presse d'Oswald Tanchot, le coach de Nancy, histoire de voir et de tirer des enseignements sur l'idée de jeu et les problèmes que pourrait nous proposer Nancy. On est parti. Tac, tac, tac. On va faire comme ça. Boum. Alors, je ne sais pas si vous avez le retour image. N'hésitez pas à me le dire, hein. En tout cas, vous aurez le son. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez le son. Est-ce que vous avez le son? Si vous pouvez me préciser ça en commentaire. Parce qu'on va trouver le son quand même. Je reviens. Ah non, vous n'avez pas le son. Maintenant, vous allez avoir le son. Hop, on va revenir. Bim. On va recommencer. Déjà, on s'est bien récupéré parce qu'on a eu un long déplacement. On est rentré très tôt au petit matin de Boulogne et du coup, on est revenu le samedi, on revient le vendredi, ça nous fait une semaine courte. Donc, on a été très vigilants à notre rentrée de semaine lundi. Mardi, on a fait une séance plus intense, mais on a allégé un peu les charges et surtout qu'il faisait très chaud. Donc, voilà, première priorité, la récupération. Deuxième priorité, une analyse on va dire, critique de notre match avec ce qui s'est passé correctement par rapport à ce qu'on a prévu et ce qu'on a moins bien fait. Bah, évidemment, ce qui nous a manqué sur ce match-là, tout le monde l'a vu, on n'a pas besoin d'être un grand connaisseur de football pour savoir qu'offensivement, on n'a pas suffisamment pesé et qu'on a manqué de connexion offensive dans les 30 derniers mètres. Donc ça, c'est un élément sur lequel on a travaillé. Et puis aussi notre intensité dans le pressing et nos transitions. Voilà, globalement, mais en même temps, dans le foot, j'aime pas dissocier les choses. On travaille tout en même temps avec des points un peu plus particuliers. Donc là, en fait, je voudrais juste relever le fait qu'ils ont quand même travaillé leur intensité dans le pressing et leur intensité dans le pressing et le. Il y a un terme qui m'a échappé, on va revenir en arrière.
Voilà, et la transition. Effectivement, ce que j'ai remarqué lors de l'analyse du résumé du match entre Boulogne et Nancy, c'est une équipe qui est rapide sur les côtés, comme je vous disais, avec Ilyes Ousni et puis Zakaria Avdaouch. Mais ils ont la capacité de jouer en transition. Et la transition, faudra qu'on fasse attention, nous, ce soir, parce qu'on a pu voir que Dijon nous a pas mal posé de problèmes avec ce jeu en transition. Parce que sur l'ensemble des actions qui se créent, Dijon se crée 3 actions. Sur les 3 actions, il y a 2 actions en transition qui auraient pu être fatales. Voilà, heureusement, on s'en sort avec un match nul, mais ça aurait pu nous coûter bien plus cher. Donc là, Nancy a quand même bien bossé la transition et l'intensité dans le pressing. Il faudra qu'on soit euh, très concentré pour ne pas se faire prendre dans le dos. Globalement, mais en même temps, dans le foot, j'aime pas dissocier les choses. On travaille tout en même temps avec des points un peu plus particuliers. On l'a vu, ces petits ajustements, ces petites connexions offensives, on se dit que c'est quelque chose qui va peut-être se mettre en place un petit peu au fur et à mesure. De toute façon, je me dois d'être patient parce que déjà, d'une part, on a récupéré des joueurs au fil de l'eau, dans la préparation avec des joueurs qui ont été à l'arrêt, qui ont réintégré, donc beaucoup de joueurs n'ont pas vécu tout. Merci Ian pour ton commentaire. Je vais augmenter le son. Tu me diras si... déjà, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te voir. Tu me diras si ça vous convient ou si c'est trop fort. La préparation, on a aussi intégré des joueurs un peu hâtivement parce qu'on n'avait pas le choix à des postes comme au milieu de terrain avec Jérémy. On sait que Logan Ndembe par exemple n'avait pas joué depuis le mois d'octobre, c'était son premier match. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit être patient. Et puis on a aussi quand même conscience que la semaine dernière, on repart d'un effectif qui est un peu différent, avec une façon de jouer, de s'entraîner un peu différente. Et c'était une équipe qui a Est-ce que c'est bien comme ça le son? l'année dernière à souffert pour aller chercher son maintien. Donc on a besoin d'améliorer le secteur offensif, dans la connexion, dans la sensibilité, dans la compréhension des situations, et puis intégrer nos recrues, faire monter en gamme athlétique un certain nombre de joueurs. Tout ça, il va nous falloir du temps, mais on doit être capable de, malgré tout, à date de faire. C'est-à-dire qu'il faut harmoniser un petit peu les niveaux de sport. C'est ça. C'est ça. Le mot harmoniser est un bon mot parce qu'on peut très bien avoir des joueurs très en forme et prêts physiquement si autour d'eux ça répond pas avec la même intensité, la même capacité à jouer les différentes situations d'un match. Bon, les joueurs en forme ils ne savent pas grand-chose. Il faut harmoniser, il faut que ce soit harmonieux d'un point de vue athlétique, tactique et technique. Et tout ça, c'est ce qu'on essaie de faire chez nous. Alors, vous disiez, hormis cet aspect finition, on va dire que dans le Ok, je vais essayer de voir ce que je peux faire là-dessus. On va faire ça. Je ne peux pas faire grand-chose. Je suis au maximum. Bon, je ne peux pas faire grand-chose. En tout cas, je vous fais un résumé, j'écoute et je vous débriefe tout ça tout de suite. dans la conduite du jeu, il y a eu des moments vraiment intéressants avec une belle domination aussi dans la possession. Sur cet aspect-là, on est satisfait. Maintenant, c'est pas un aboutissement. Le fait de tenir le ballon, de conduire le jeu comme vous le dites, c'est un moyen de se créer des occasions, c'est pas une finalité. Si parfois il faut moins l'avoir pour gagner, on est preneur aussi. Mais c'est vrai qu'on est plutôt parti sur un jeu protagoniste où on essaye d'avoir un contrôle du jeu et être plutôt dans le camp adverse. Mais il y a des fois des matchs où on gagnera en n'ayant pas le ballon, ça m'ira très bien aussi. Là, il dit quelque chose qui est intéressant dans son idée et projet de jeu, c'est qu'ils partent Nancy pour avoir le contrôle du jeu et maîtriser ce qu'ils font. C'est intéressant puisqu'on a pu remarquer que c'est quelque chose aussi qui est important, la maîtrise du ballon, le contrôle du ballon pour Zoumana Kamara. Euh, Nancy a quand même fait un match nul à l'extérieur à Boulogne avec 62% de possession à l'extérieur. Ça démontre quand même une bonne maîtrise. Je ne suis pas sûr que ce soir ils arrivent à être à avoir une aussi grosse possession face à nous parce que bon le système de jeu l'idée de jeu en tout cas est maîtrisée chez nous. On fait bien tourner le ballon. Maintenant, il va s'agir pour nous et surtout pour eux aussi d'être plus efficaces offensivement. Mais sur son envie de jeu, donc je retiens plusieurs choses. Maîtrise du ballon, intensité dans le pressing,
c'est deux éléments qui peuvent être clés et puis l'impact sur les joueurs de côté. Donc ça fait beaucoup de choses qui ont été dites, hein, notamment via Benjamin Psaume, mais aussi que j'ai relevé lors des épisodes précédents. Mais on commence à avoir quelques pistes et quelques clés de match. Voilà, si on arrive à verrouiller, à les empêcher de mieux maîtriser le ballon et de jouer sur les côtés avec les offensifs et les défensifs, on se mettra dans de meilleures dispositions. Après, il faudra qu'on soit, nous, efficaces devant les cages, mais ça, c'est un autre problème. Est-ce que tu dirais aussi que vous montez un peu en puissance pour vos matchs, comme on l'a vu sur les derniers matchs de préparation aussi? C'est quelque chose qui est rassurant. Oui, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on regarde beaucoup à cette période de la saison. On a des données athlétiques qui sont très très bonnes sur le premier match. Je dirais même par rapport à notre adversaire, mais aussi par rapport à la Ligue 2. Donc aux différents matchs. Après, chaque match a son histoire. On était prêt pour ce premier match-là d'un point de vue athlétique sans contestation. Mais après, c'est plutôt le changement de rythme qui nous a manqué peut-être dans le dernier tiers. Parce qu'on sait que pour amener du danger, il faut parfois être capable de varier les allures, varier les différentes approches offensives. Et ça passe aussi par un jeu un peu plus électrique. Hier, j'ai un point, tu as ciblé aussi après ce match, c'est l'idée des coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il y a une attention particulière à ce niveau-là aussi? Un peu, mais on a tellement de choses à travailler, pas autant que ce que j'aurais voulu. Mais on les avait très bien tirés toute la prépa. Ce match-là, un peu moins, surtout en deuxième mi-temps. Quand Jérémy est sorti, on a eu moins de précision. Par contre, on a été très efficace défensivement. Il y avait quelques situations de CPR pour l'adversaire qui ont été bien gérées. Voilà, ça aussi, c'était partie du début de saison parce que nos combinaisons, ou en tout cas nos codes, ne sont pas encore tout le temps bien compris. En tout cas, avec la fatigue d'un match, parfois on oublie et il suffit qu'un joueur oublie un déplacement pour que tout soit indiscuté. Puis la base, ça reste le ballon arrive dans la bonne zone. Donc on veut travailler toutes les combinaisons du monde. Si le ballon n'arrive pas, on ne marquera pas. Mais je sais qu'on a une marge de progression aussi dans ce domaine. Alors là, je voudrais juste souligner quelques points. Déjà, les coups de pied arrêtés, lui, il fait le constat que voilà, enfin, les journalistes nancéens, et puis lui, il va dans leur sens aussi, qu'ils ont mal exploité leurs coups de pied arrêtés. À titre de comparaison à Montpellier, je trouve aussi que lors du match contre Dijon, on n'a pas bien joué les coups de pied arrêtés. Effectivement, lors de la préparation, quand Tardieu jouait, euh, je nous trouvais plutôt efficace là-dessus. Maintenant, ce soir, Tardieu ne sera toujours pas là. Donc, les coups de pied arrêtés, ça va être une problématique aussi à régler. Si on arrive à. Il faudrait qu'on arrive à mieux exploiter les coups de pied arrêtés, offensivement en tout cas, et défensivement, les contenir et réussir à bloquer Nancy là-dedans. Le second point sur lequel je voudrais rebondir, c'est en fait la préparation. Moi, je considère que les premières journées de championnat jusqu'à la quatrième journée, c'est encore la poursuite de la préparation, de la préparation estivale à la reprise du championnat, notamment dans la création ou le rappel des automatismes avec les joueurs présents l'année dernière et puis arrivés cette année. Bon, grosse tuile, Mamadou Camara, il s'est blessé, donc lui, il va falloir vraiment qu'il il s'acclimate autrement à travers le dialogue, la communication et puis les vidéos aussi pour essayer de créer des automatismes avec ses coéquipiers en attendant son retour. Mais pour toutes les équipes, j'estime que bon, certaines sont en avance. Hein. On a pu voir Saint-Étienne, Dunkerque, Rodez. Certaines sont en avance, notamment avec les bons résultats qui ont été effectués lors de la première journée. Mais dans l'ensemble, j'estime qu'aucune équipe n'est prête à 100%. Et aucune équipe n'a digéré la préparation à 100%. Et on verra un regain de forme, je pense, à partir de la cinquième journée. Voilà. Maintenant, il s'agit d'être efficace. Efficace en faisant tout ce qu'on peut, en appliquant le meilleur jeu possible pour gagner des points. On reprend. Tu as dit aussi qu'il y a des nouvelles recrues qui viennent d'arriver. Est-ce que tu peux nous les présenter
un peu contrairement à beaucoup de nos recrues cette année, il est transféré 2. C'est un joueur qui connaît le championnat, qui a déjà un certain nombre de matchs. Il doit approcher les 100, je pense, en cumulé entre Annecy et Amiens. C'est un joueur qui est un joueur un peu dans la continuité des joueurs type Zach, Elias Ousni. C'est un joueur technique, dominante créative, gaucher. Ça, c'était important pour nous parce qu'on sait qu'offensif, on n'a pas de joueur gaucher, donc on sait que ça donne aussi d'autres angles de passe ou de dernière passe ou de jeu combiné. Voilà, donc on a bon espoir que Nordin s'adapte bien à notre façon de jouer et aux joueurs déjà présents dans l'effectif et qui nous amène sa qualité technique. Et pour le coup, Noah Mougou, c'est un peu tout l'inverse. Non pas qu'il ait pas de qualité technique, mais c'est plutôt un profil puissance, vitesse, taille, gabarit. Je dirais que c'est un joueur qui est très différent de tout ce qu'on a dans l'effectif. C'est un joueur qui doit nous apporter de la verticalité dans les moments où on aura besoin et sa fougue aussi. C'est un jeune joueur, donc il ne faut pas attendre de lui une connaissance rapide, mais j'ai l'impression que l'intégration de son côté se fait plutôt bien. Donc voilà, on est très content de les accueillir. C'était des cibles qu'on avait déjà au poste, sachant que Noah peut jouer à tous les postes devant, pas uniquement devant dans l'axe. Il peut aussi jouer à droite et à gauche. Donc voilà, ça vient, on va dire, étayer et améliorer notre potentiel offensif. C'est des garçons qui sont opérationnels ou il faudra un petit peu de temps? Non, disons que Noah est beaucoup plus opérationnel parce qu'il a. Là, je voudrais juste rebondir sur le potentiel offensif de Nancy. Comme je vous disais, leur potentiel offensif, en tout cas, parce que je me suis basé sur les highlights de Boulogne-Nancy, leur potentiel offensif, il se résume, en tout cas sur cette première journée, et on verra ce soir s'ils ont apporté des ajustements, mais sur cette première journée, il se résume à Ilyes Ousni dans le couloir droit et Zakaria Daouche dans le couloir gauche. Maintenant, ils ont des arrières latéraux aussi qui participent énormément. Il faudra que nous, on arrive aussi en fait à participer. Donc en ça, le retour d'Enzo Chato, c'est plutôt une bonne nouvelle pour équilibrer un peu notre attaque. Et j'espère aussi une meilleure participation de Théo Saint-Luce, que j'ai trouvé un peu fainéant. Je ne pense pas que ce soit une consigne, hein, parce qu'il doit pouvoir nous apporter de la combinaison, à l'image de Chato et Pays à droite. Il doit pouvoir apporter de la combinaison avec Mukiele. En fait, j'ai trouvé que Saint-Luce, il s'est contenté de passer la balle à Mukiele, de le laisser se débrouiller, tout en restant en couverture pour pas se faire prendre en transition, ce qui est plutôt bien. Mais j'aimerais un apport offensif un peu plus conséquent de Saint-Luce via des centres, des combinaisons, des dédoublements, voilà, qui participent un peu plus offensivement. Donc voilà, donc potentiel offensif de Nancy, c'est les joueurs de côté, donc les latéraux qui participent énormément, ainsi que les deux joueurs Ilyes Ousni à droite et Zakaria Daouche à gauche. Il faudra qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les contenir et on se mettra dans de bonnes dispositions. On reprend. Tout le début de prépa du Havre et qu'il avait déjà fait 3 mi-temps en préparation. Nordin, c'est tout l'inverse, il n'a pas du tout vécu de l'entraînement collectif avec Amiens parce qu'il était à l'écart, puisqu'il était en attente de transfert, donc ils avaient un accord. Il ne s'entraînait pas avec le groupe, donc il s'entraînait très peu et avec un préparateur physique à part. Donc on va dire que c'est comme s'il démarrait réellement sa préparation. Après, c'est un joueur qui est léger, qui est plutôt technique, donc ça peut prendre moins de temps qu'un joueur un peu plus lourd, mais voilà, aujourd'hui il est pas prêt. Vous avez dit qu'il va falloir prendre des profils différents pour avoir plus de solutions, ça rentre dans. Exactement. Un gaucher qu'on n'avait pas, un joueur puissant, on a des joueurs puissants, mais lui il est vertical. Voilà, il peut nous amener à jouer mieux les contres, en tout cas à partir de plus bas. Voilà, donc ça on sait qu'une bonne équipe c'est une équipe Je rebondis là-dessus. Il a dit, j'espère que vous avez entendu, si vous n'avez pas entendu, je vous le répète, ils ont l'intention de jouer les contres, de jouer les contres. Donc, du coup, du jeu en transition, on s'est déjà fait prendre la semaine dernière contre Dijon là-dessus. Il ne faut pas que ça se répète ce soir à nouveau. Donc, va falloir vraiment se méfier d'eux, puisqu'ils veulent développer un jeu avec la maîtrise du ballon, faire participer énormément leurs joueurs de côté et appliquer de la transition. Ils sont dangereux. La semaine dernière, ils n'ont pas pu s'exprimer offensivement.
Bon, ceci dit, ils étaient à l'extérieur, donc c'était pas à eux de faire le jeu, même s'ils ont dominé à 62%. Là, ce soir, ils sont à domicile. Début de saison pour eux à domicile à Marcel Picot. Euh, Ils vont vouloir se montrer, donc va vraiment falloir qu'on nous on soit concentrés de A à Z jusqu'à la fin et pas comme on a fait la semaine dernière et qu'on soit réaliste offensivement. On poursuit. qui a un peu tous les profils et qui réussit à les harmoniser et les faire ensemble. Sur les séries, les retours qu'on voit. Je suis en train de réfléchir. Adrien Dabas va revenir collectivement la semaine prochaine. Donc ça c'est c'est une bonne nouvelle. Non, il n'y a pas de retour. Il y a cette petite excitation de la première à domicile aussi, pour ceux qui ont encore jamais vu le stade plein. Bah, c'est vrai que pour nous, notre rentrée des classes de notre public c'est demain, donc c'est un peu la situation qu'a vécu Boulogne la semaine dernière. On est vraiment content de démarrer, on a hâte. C'est vraiment différent, le feeling n'est pas le même quand on a cette réception, jouer devant nos supporters, nos familles, nos amis, et puis essayer d'emmener un stade avec nous dès la première journée, c'est ton objectif. Après, il y a toujours ce petit trac ce trac de la première, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, mais c'est des sensations qu'on aime bien. Moi j'ai une petite question sur le fait de s'entraîner à Pico. C'était une volonté, je veux dire, pour s'acclimater un peu par rapport à ceux qui ne connaissent pas, ou alors il y a aussi un petit peu d'obligation peut-être par rapport à la qualité des terrains. Bah, c'est exactement ça, c'est les deux. C'est d'abord et avant tout apprivoiser son stade, se sentir chez soi. Donc en gros, il a repris il a fait un peu comme Zoumana Kamara. Enfin, il a fait clairement comme lui, c'est-à-dire que bah il a aussi emmené son équipe s'entraîner au stade à Marcel Picot, comme l'a fait Zoumana Kamara contre Rodez avant le début de saison, pour que les joueurs s'imprègnent mieux des repères et du stade aussi pour s'acclimater. Et tu peux pas arriver dans un stade sur la J1 sans avoir pris tes repères à un minimum. Donc ça c'est un peu le lot de tous les clubs qui en début de saison font quelques séances sur leur terrain. On a la chance d'avoir une pelouse qui permet d'accueillir des entraînements de façon assez fréquente. Et puis il y a aussi cette problématique de terrain où on n'a qu'un terrain en forêt qui commence à être abîmé de par les conditions exceptionnelles qu'on a. Donc on a aussi ce besoin de s'entraîner sur une bonne pelouse et on voit des conditions de pelouse hybride arrosées en conditions de match comme à Boulogne, ça n'a strictement rien à voir, le ballon va beaucoup plus vite et c'est aussi une façon de s'habituer à ces trajectoires et à cette vitesse de jeu. Pour une équipe avec un style plutôt offensif, c'est un avantage aussi d'avoir une pelouse qui répond bien. C'est évidemment pour bien jouer, ça fait partie des éléments importants. Il faut des bons joueurs, il faut une belle pelouse. Ok. Ok, on revient ici. C'est une équipe, hein, pour conclure, ils l'ont dit, hein, c'est équipe offensive. Équipe offensive, donc va falloir être méfiant, contenir les joueurs de côté, les ailiers ainsi que les latéraux, et aussi rester solide défensivement et réaliste offensivement. On va voir ce que ça va donner, notamment avec la composition. Voilà. Mais voilà, Nancy, il va falloir faire attention. Ils ont envie de développer du jeu, jouer en transition, style de jeu offensif. J'ai l'impression, puisqu'il est arrivé cet été, comment il s'appelle, Oswald Tanchot, en lieu et place de Pablo Correa. J'ai l'impression que voilà, il y a eu aussi un nouveau dynamisme dans ce transfert-là, et que bah, déjà le style de jeu a changé, mais ça, il y a une dynamique qui est assez intéressante du côté de Nancy. Donc ce soir, il va vraiment falloir être concentré et réaliste, parce que Maignan Pavé ou Ben Lalou, ça sera leur première titularisation pour les deux à Montpellier. Et il va falloir vraiment qu'ils soient réalistes. Mais après, ça part pas que d'eux, ça part aussi des joueurs de côté et des milieux. Il va falloir vraiment que tout le monde élève le curseur pour pallier à cette mauvaise nouvelle, qui n'en est pas vraiment une pour moi, parce que ça reste une bonne nouvelle. Voilà. Moi, je dis que quand le malheur des uns fait le bonheur des autres, et bah, maintenant, bah, on sait que Camara, il n'est pas là 6 semaines. Il faut que pendant 6 semaines, celui qui sera titularisé
rentabilise ses minutes en cherchant à être le plus possible décisif. Voilà. Maintenant, je vais vous emmener faire le tour des 11 probables et de la deuxième journée de Ligue 2. Donc, on va faire le tour de toutes les équipes. Et vu que le média s'appelle Daily Payade, on va faire honneur à la Payade. On va commencer par la Payade. C'est parti. Tac, tac, tac. Alors, boum. Non, on va plutôt aller dans le journal. Ok, donc là on est sur la Ligue 2. On va se faire une petite revue des 11 que prévoit un peu le journal L'équipe. Alors où est-ce qu'on est nous? On est ici. On est ici, donc c'est parti. Alors à Montpellier, on devrait avoir une défense dans les buts, Simon. Sainte-Luce à gauche, une charnière Mwanga à la porte. Enzo Chato faisant son retour. Au milieu, on devrait avoir Méda en sentinelle. Il a fait un très très bon match. Et il a dit d'ailleurs en conférence de presse qu'il aimerait se stabiliser à un poste et qu'il préfère le poste de numéro 6. Donc on va lui souhaiter ça. On va lui souhaiter qu'il nous réitère une aussi belle performance. Même mieux, puisque là on est à l'extérieur. Donc pas de pression du public. C'est parti, faut lâcher les chevaux. Un milieu composé de Vidal Cartou et Chenaï. Voilà, il faut que vraiment les deux là, Chenaï et Vidal Cartou, ils nous fassent un début de match comme ils ont fait la seconde mi-temps à la Mosson. Sur les côtés, on aurait Moukielé à gauche, Pays à droite pour reconstituer notre couloir droit avec Enzo Chato en binôme, ce qui devrait nous permettre de dynamiser un peu plus l'attaque et d'équilibrer aussi notre attaque. Et la question, depuis le début de cette émission, c'est le poste d'avancante. Donc, vous le savez, je vous l'ai dit, moi, je vois Maignan Pavé en titulaire parce que c'est une force vive et pur produit du club et qu'il faut le valoriser, il faut le faire progresser en jouant pour qu'il soit un maximum décisif. Et après, ensuite, alterner avec Ben Lalou à l'heure de jeu. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a actuellement, c'est Maignan Pavé et Mamadou Camara. Donc, moi, je verrai ça. Donc, option sur Maignan Pavé, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Et à l'inverse, Nancy vont nous proposer, comme je vous disais, sur les côtés, Vdaouch, Ousni, dans l'axe Obougou, pardon. Un milieu composé de Boabdeli, Gélin, Fofana. Et une défense avec Ndembe, Elmendi, Fernandez et Takafred. Ce qu'on peut observer déjà à Nancy, là, c'est que Nicolas Saint-Ruf, qui était le capitaine l'année dernière, n'est plus titulaire. Donc il y a un rajeunissement aussi qui a été effectué du côté de Nancy et qui joue effectivement, là, ça se confirme, en 4-3-3. Donc un 4-3-3 qui va être offensif comme nous. Est-ce que nous, on sera en capacité de les gêner? Je l'espère. Voilà. En tout cas, il faudra bloquer les couloirs. Parce qu'ils ont deux binômes qui participent énormément au jeu. Il faudra qu'on bloque les couloirs et qu'on soit solide défensivement et réaliste offensivement. Voilà, là est la clé. Ok, on va passer maintenant, on va passer à, c'est juste à côté, Red Star Sochaux, les enchaînements, les enseignements à tirer et à espérer là-dessus. On a vu que le Red Star a fait une belle opération en allant gagner la semaine dernière à Nantes. Là, ils jouent à domicile, donc ils vont vouloir essayer de faire le 2 sur 2 et un 6 points sur 6. Les joueurs à surveiller côté Red Star, vraiment Kevin Cabral, très bon joueur. Il a ouvert le score, d'ailleurs, parce que le Red Star a battu Nantes 1-0. Donc il faudra le surveiller. Là, il va jouer à domicile. Il sera dans les bonnes conditions pour poursuivre sur cette lancée. Damien Durand, je pense que tout le monde s'en rappelle. L'année dernière, lors de la première journée à la Mosson, il nous avait bien embêté, Damien Durand. Donc Kevin Cabral a surveillé, Damien Durand aussi.
Et puis, il y en a un que j'ai bien aimé, le fils Zidane, Elias Zidane en défense. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de la passe décisive pour Kevin Cabral, un défenseur central. Elias Zidane, j'ai bien aimé son match. Et le gardien du Red Star aussi est très très intéressant. Voilà, Raoui, on connaît, c'est un ancien Marseillais. À l'inverse, à l'opposé, qui est-ce qu'on a à Sochaux? Je vous l'avais dit hein, lors de la première journée de l'analyse du match. Pardon. Gomel, le numéro 7 à Sochaux, très très intéressant. Il a un bon petit potentiel. De toute façon, ce qui est bien, c'est que la Ligue 2, l'évolution et les matchs toutes les semaines vont nous permettre de voir leur avancée. Hein. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment intéressant avec Bagdadi. Je vois que là, il serait remplaçant. Bagdadi, on verra. Ce n'est que des suppositions qu'émane le journal de l'équipe. Mais au vu du match de Bagdadi, je ne comprendrais pas qu'il ne soit pas titularisé. L'Aubry aussi a fait un bon match du côté de Sochaux. Donc à surveiller côté sochalien, encore une fois. Gomel, l'Aubry, Bagdadi, pardon. Et puis Djoko, dans ses mouvements, il est l'avant-centre sochalien, il n'est pas inintéressant. Il a été un peu sevré en ballon, mais comme je vous disais, j'estime que les 4 premiers matchs sont encore des matchs de préparation hein, en début de saison. Donc, à voir par la suite si Sochaux aujourd'hui arrive à être plus efficace dans le jeu. Et il trouverait un peu mieux Djoko qui est grand en taille et pourrait s'imposer dans les airs. Donc, à surveiller. On va aller maintenant sur les autres rencontres. Grenoble-Metz. Donc, Grenoble de mémoire a fait match nul la semaine dernière. Je ne sais plus qui était l'adversaire, mais je sais que Metz a gagné. Metz a gagné 2-1. Donc c'est un bon début pour Metz hein, qui est relégué comme nous on a été l'année dernière. Pour les relégués, en fait, à mon sens, quand on est relégué comme ça de Ligue 1, il faut en début de saison gagner, peu importe la manière, parce qu'on sait que le groupe va changer. Donc Metz a réussi à gagner avec du caractère, hein, notamment avec l'attaquant Fall qui a loupé un penalty. En fait, son penalty, il l'a loupé et dans la foulée, il a eu le deuxième ballon et il a loupé à nouveau. Voilà, il a tiré sur la transversale. Il aurait pu... Pardon, désolé pour vos oreilles. Il aurait pu s'effondrer, mais il a fait preuve de caractère, puisque plus tard, dans le cours du match, il a réussi, mine de rien, à égaliser. Voilà. Et puis, Metz a repris l'avantage. Donc, Metz a gagné 2-1 la semaine dernière. Donc là, ils vont jouer premier match à l'extérieur, à Grenoble. Metz m'a l'air assez solide. Hein. Ils m'ont l'air assez solides. Ils ont développé un jeu assez fluide, rythmé. En tout cas, sur les highlights, il y avait du mouvement. Ça m'a bien plu. Ils ont Devenish en recrue. Voilà. Et c'est vraiment Devenish qui m'a marqué, puisqu'il a quand même fait une belle prestation pour son arrivée. Donc, quid là, avoir la capacité de Metz à aller s'imposer à l'extérieur. Et puis, on verra si en face, Grenoble a les moyens de contenir Metz qui est, je vous l'ai dit, hein, prétendant à la montée. Ils ont l'habitude, Metz, de faire l'ascenseur comme ça. Donc, on verra si ce que Metz voudra faire et si Grenoble a les moyens de les embêter. Qui surveillait à Grenoble? Bon, ils ont Hugo Bonnet. Il n'y a pas grand monde qui m'a tapé dans l'œil à Grenoble. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les joueurs à potentiel hein, qui iraient éclore au plus haut niveau, à savoir Ligue 1 ou les championnats étrangers, Calcio, Première Ligue, voire Liga. Mais à Grenoble, en tout cas, il n'y a personne vraiment qui m'a tapé dans l'œil. Je vous propose du coup qu'on passe au match suivant, à savoir Saint-Étienne-Clermont. Donc Saint-Étienne, on l'a vu, ils ont gagné la semaine dernière, ils ont battu Sochaux 3-0, notamment avec un Jacob Breum sur le côté gauche très très remuant. Très très remuant, il est à l'origine, en fait il est impliqué Breum sur 3 buts, donc ce qui lui fait un total de 1 but, 1 passe décisive.
Et sur le troisième but stéphanois, il est à l'origine de l'avant-dernière passe. Donc Saint-Étienne m'a l'air en avance dans cette préparation. Ils ont eu aussi pas mal de mouvements. C'est pas terminé, hein, comme pour l'ensemble des clubs du championnat, c'est pas terminé. Mais ils m'ont l'air bien en avance. Ils ont fait une belle prestation d'ensemble. Ils ont pas mal de certitudes dans leur jeu. Là, ils vont jouer au Chaudron à guichet fermé, comme quasiment tous les week-ends à domicile pour eux. Et ils ont aussi l'opportunité, tout comme Metz, de faire un 6/6. On va voir si ils vont pouvoir se servir de l'atout de recevoir pour maximiser cette réception et gagner. Voilà. Et surtout, on va voir s'ils seront encore une fois en capacité de reproduire une prestation comme ça. En tout cas, ils vont jouer contre Clermont. Et qui est-ce qu'on a à suivre à Clermont ? Quel joueur intéressant on a ? Bon, pas grand monde qui me tape à l'œil comme ça. Il y en a certains que je connais de l'année dernière, mais je les estime pas surprenants. On verra et j'espère qu'ils me feront mentir le reste de la saison. En tout cas, côté stéphanois, est-ce que Brehum sera aussi surprenant qu'il a été la semaine dernière et aussi impactant dans le jeu aussi? Est-ce qu'il saura trouver ses attaquants et puis être décisif? À voir. Il est là l'enjeu pour les Stéphanois, c'est faire un 2/2. Voilà. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? On aura la réponse tout à l'heure. On passe à Reims-Dunkerque. Dunkerque voyage. Là, premier déplacement de Dunkerque. Hein. Pour rappel, Dunkerque a gagné 4-2, 4-2 la semaine dernière, notamment avec un doublé de Egor Proutsev, attaquant qui a été prêté par la Juventus, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, que je mélange. Mais en tout cas, Dunkerque a dégagé quelques certitudes aussi, parce qu'ils étaient à domicile. Alors, est-ce que c'était l'avantage de jouer à domicile ou est-ce que vraiment ils sont en avance dans leur préparation et ont des certitudes vraiment avérées parce qu'ils ont développé, mine de rien, un beau jeu au regard de ce que j'ai pu voir sur les highlights. Donc, à surveiller pour le coup Proutsev, Egor Proutsev, puisqu'il a marqué 2 buts lors de la première journée. Et puis, une animation de Dunkerque aussi sur les côtés qui est vraiment dynamique. Donc, ça, il faudra surveiller. Donc, on verra si Dunkerque sait voyager ou pas et sait maximiser ses déplacements. Ensuite, en face, on a Reims. À Reims, il y a Daramy que j'aime beaucoup. Très, très bon joueur sur son couloir. Ensuite, qui est-ce qu'on a d'autre ? Le gardien, il est arrivé cet été, puisque Reims a vendu son gardien à Newcastle. Je ne sais plus comment il s'appelle, son nom m'échappe. Mais le gardien, il est arrivé cet été. Grand de taille, très très grand même. Donc, à surveiller lui. Est-ce qu'il sera solide à domicile pour sa première à domicile? Surtout qu'on sait que Dunkerque est chaud bouillant. Donc, ils vont vouloir poursuivre sur cette dynamique positive. Donc, il faudra surveiller Daramy, El Kachati aussi en face, qui est plutôt remuant aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je ne me rappelle plus ce qu'a fait Reims en score. Il me semble qu'ils ont fait match nul, Reims. Mais on verra. Tout à l'heure, on ira faire un point sur le classement juste avant le début, avant le coup d'envoi des rencontres. On passe du coup à Annecy-Rodez. Rodez qui se déplace à Annecy. Et Rodez qui a gagné lors de la première journée avec un joli 3-1, je m'en rappelle. À Rodez, qu'il faut surveiller Mathis Touot. Mathis Touot qui est très très remuant. Il nous a mis un doublé lors du dernier amical à la Mosson. Qu'est-ce que je raconte moi ? Non, il ne nous a pas mis un doublé. Mais en tout cas, il a été... si, je crois, puisqu'on avait gagné. Je ne me rappelle plus le score du match amical contre Rodez avant, mais il me semble que si, il avait mis un doublé, Mathis Touot aussi. Si, il a bien mis un doublé. Attaquant petit modèle, très trapu, il me fait penser à Jean-Claude Darcheville
ceux qui l'ont connu. Mais voilà, à surveiller parce que jeune, voilà, très jeune, il a 21 ans, solide physiquement, euh, rapide, puissant, à surveiller puisque c'est quelqu'un qui va faire énormément d'appels, très très intéressant, j'aime beaucoup le profil, voilà. Et puis bah, pour le reste on connaît, mais c'est vraiment Touo qui m'intéresse et le gardien il est bon aussi, Quentin Bratt très très bon et puis Lipinski le capitaine de Rodez, joueur défenseur central très intéressant aussi. Annecy, Annecy, qui est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils ont fait Annecy? Il me semble que Annecy a fait 0-0 la semaine dernière. Leur capitaine c'est Ahmed Kachi. Ils m'ont pas plus marqué que ça, Nancy. Je vais pas m'étaler dessus. J'aime bien parler de ce que je sais. En tout cas, c'est le début de saison et plus on va avancer, plus je vais avoir de la matière pour proposer des analyses beaucoup plus fournies sur les joueurs. On passe à Dijon-Pau. On va commencer par Dijon. Dijon qui reçoit, après avoir fait un bon match nul la semaine dernière contre nous, Montpellier, à la Mosson. On va parler des joueurs que j'ai bien aimés. À Dijon, il y a le Barca. En fait, leur doublette, la Barca et Ntamak, je trouve ils ont été très complémentaires dans ce qu'ils ont proposé, notamment dans leur mouvement en transition. Voilà, donc très intéressant ces deux-là à suivre. Ensuite, Jordan Marier, c'est un ancien, on le connaît, c'est d'ailleurs le capitaine de Dijon. Mais à surveiller du côté dijonnais, la doublette offensive, là. Il y a pas mal de mouvements ici très très intéressants. À l'inverse, du côté de Pau, Monsieur Versini, je ne sais pas ce qu'il fait en Ligue 2. J'aurais espéré, au vu et au regard de ce qu'il a montré la saison dernière, qu'il serait parti ailleurs, en tout cas à l'étage supérieur, pas spécialement en Ligue 1, mais peut-être ailleurs. Mais à surveiller parce que si vous avez regardé les matchs aller-retour l'année dernière, il nous a posé énormément de problèmes et on n'a pas su l'arrêter. Donc Versini, très très à suivre. Et puis Kaloulou aussi, voilà, qui percute énormément dans son couloir gauche. Les deux joueurs à suivre côté Pau, c'est Kaloulou et Versini. Et dans une moindre mesure, Jesse Benet qui sera le métronome au milieu avec son expérience. On poursuit sur Guingamp-Boulogne. Alors, je me rappelle plus ce qu'a fait Guingamp. Il me semble qu'ils ont fait match nul Guingamp aussi. Je ne suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, donc Guingamp reçoit. Qui est costaud à Guingamp? Alors, Averlan, joueur intéressant, a tendance à être à s'en mêler les pinceaux ou à perdre de la lucidité dans les derniers mètres. Mais en tout cas, joueur très très intéressant et pas avare en effort. Joueur généreux. Plutôt remuant, il pourrait embêter Boulogne-sur-Mer. Ensuite, je fais le tour. Non, pour le reste, côté Guingampais, ça sera la surprise. On verra ce qu'ils vont être capables de faire face à Boulogne. À Boulogne, ça serait la surprise aussi. Hein. Il y a Jonas Martin qui va leur apporter de l'assise au niveau de l'assise et de la maîtrise au milieu. Mais pour le reste, ça sera aussi de la découverte. Je ne vais pas m'aventurer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. J'ai encore besoin, comme nous tous, en fait, de découvrir en profondeur ces équipes, toutes les équipes de Ligue 2, en les regardant jouer un maximum de temps. Et c'est en ça que je suis vraiment content que ce soir, ça sera le dernier multiplex avant les deux derniers de la fin de saison. Mais on n'y est pas encore, c'est dans longtemps. Mais le format du match multiplex le vendredi, 3 matchs le samedi et puis le dernier match le lundi soir. Je suis vraiment content que ça revienne parce que là, je vais pouvoir regarder un maximum de matchs et vous proposer un maximum de débriefs aussi de qualité. Donc, très content. On va passer pour le coup à la dernière équipe. Ça, on a fait. Ok, la dernière équipe.
enfin le dernier match plutôt, c'est Laval-Nantes. Donc Nantes qui a fait un mauvais résultat, puisque sur l'ensemble, quand on prend les concurrents, enfin sur l'ensemble du top 5, quand on prend le top 5, et bah, je crois que Nantes est la seule équipe à avoir perdu. Bah, regardez, on a le classement ici. Ils n'ont pas mis le classement aussi. On a le classement là, donc on va faire ça. On va voir le classement tout de suite, hein. Donc Saint-Etienne a gagné, Dunkerque a gagné, Rodez aussi, Metz et le Red Star. Donc sur l'ensemble des concurrents, les concurrents qui sont pour mémoire, à mon sens, et candidats pour la montée cette année, bah, Saint-Etienne, Metz, Nantes, Reims et Montpellier, parce que bah, on a un budget qui nous le permet. Voilà. Donc quand on regarde, bah, Nantes est la seule équipe à avoir perdu, donc pas gagné. Donc Nantes a fait la plus mauvaise opération. Et Reims a bien fait match nul, comme je le disais. Voilà. Donc bah, Nantes qui a fait un match, une contre-performance, se déplace à Laval, bah, voudra essayer comme nous, hein, de récupérer au moins un point à défaut de gagner et au mieux bah, la victoire. Et pour cela, ils vont s'orienter avec un 11 probable avec Kylian Corredor, bon joueur de Ligue 2, hein, très très bon joueur qui est revenu cet été là à Nantes. Ignatius Ganago, Cafaro, ils ont une belle ligne d'attaque quand même Nantes, hein, plutôt dangereuse. Attaque plutôt dangereuse, donc c'est le temps que la mayonnaise prenne à mon sens, mais si ça prend, ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal. Le petit Leroux, je l'ai découvert lors du match contre le Red Star la semaine dernière. Je l'ai trouvé très intéressant. Il est rentré en fin de match et là, il semblerait être titulaire. Si c'est le cas, bah, ça va être intéressant à suivre aussi. Joueur milieu de terrain grand, bonne taille, bonne technique. Il me fait penser un peu à un Jonas Martin, mais en plus offensif. Voilà, qui se projette, en tout cas qui saisit un peu plus sa chance. Ok, donc à suivre à Nantes en tout cas, bah, Leroux, le petit Leroux, très très intéressant. Et puis Kylian Corredor, est-ce qu'il va ouvrir son compteur à partir de cette deuxième journée? Ensuite, en face, côté Lavallois. Alors il y en a un que j'aime bien à Laval, c'est Clavreuil. Bon là, il n'est pas titulaire. Enfin, Clavreul, pardon. Il n'est pas titulaire, il est remplaçant, mais voilà, la saison dernière, il a fait une saison intéressante. Il est jeune, donc à suivre. Il est rentré la semaine dernière, il a ouvert le score. En tout cas, il a ouvert son compteur but, donc à suivre cette année. Et cette journée, voir s'il pourra récidiver les efforts. Et ils ont un milieu, Sana, le petit Sana, là, pardon. Le petit Sana, très très bon. Très 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 bon joueur. Si vous avez l'occasion de regarder des matchs de Laval, regardez un peu sa palette technique, son activité dans le cœur du jeu. Très très bon joueur. Et ensuite, il n'y a rien d'autre qui me tape vraiment à l'œil à Laval. Ok, donc Nantes-Laval, enfin Laval-Nantes. On va voir si Laval saura bien débuter à domicile et si Nantes saura réagir après le mauvais résultat concédé à la Beaujoire la semaine dernière. Ok. Bon, bah voilà, on a fait le tour un peu des 11 probables. Maintenant, bah, on va se concentrer sur nous et je vais vous proposer qu'on aille voir un peu si on a des informations sur le club, hein. Il est 19h18 là. On ne devrait plus être très très loin de l'arrivée des joueurs au stade. On va voir si on a un peu des infos. Donc on joue en orange. Ah, c'est full orange quand même. Haut et bas orange. Intéressant. J'aurais cru une autre combinaison de couleurs, mais intéressant. En fait, ça me fait penser un peu aux Pays-Bas. Donc espérons qu'on soit aussi bon qualitativement dans notre développement de jeu et plan de jeu. Mais ok. Ça marche.
Donc la mauvaise nouvelle, hein, pour rappel, hein, pour ceux qui arriveraient maintenant, Mamadou Camara, il n'est pas là. Pas là ce soir. Et on partirait avec une composition d'équipe avec de la surprise. On ne sait pas qui est-ce qu'on aura en attaque. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter un excellent match, d'accord les amis. Bon match à la Team Payade, bon match aux autres, hein, parce qu'il n'y a pas que la Payade dans ce championnat et on n'existerait pas sans nos adversaires. Donc bonne deuxième journée à tout le monde, en espérant que la Payade voyage bien et revienne avec la victoire, espérant retrouver de la réussite offensive et surtout un réveil de Nicolas Pays parce qu'on va avoir besoin de lui. Un bon retour à Enzo Chato qui n'hésite pas à monter, qui n'hésite pas à prendre son couloir, combiné avec Nicolas Pays, nous proposer un maximum de solutions, des centres. Voilà, que Vidal Cartou, on va se projeter. Hein, allez, avant de se quitter, on va se projeter un peu. Que Vidal Cartou, ici, avec Chenaï, rentre tambour battant dans le match et s'exprime pleinement. Voilà, ça y est, il a découvert le haut niveau. Il n'y a plus à avoir peur, là, d'autant plus qu'on va enchaîner deux déplacements d'affilée. C'est maintenant, il faut lâcher les chevaux. Donc, que Pays retrouve son mojo et son énergie avec le retour de Chato, que les deux combinent un maximum pour alimenter ici Maignan Pavé ou Ben Lalou. On verra la surprise de Zoumana Camara tout à l'heure. Et ensuite que Sainte-Luce également apporte un peu plus de soutien à Mukele et participe un peu plus offensivement, notamment via des centres. Voilà. Après, ici, là, va falloir vraiment qu'on soit solide. On sait que Nancy veut jouer en transition avec une maîtrise du ballon. On sait aussi contrôler le ballon, le maîtriser. Donc là-dessus, ça peut être intéressant de voir notre capacité à les contenir parce qu'ils ont des offensifs, hein, pour rappel, Daouche et Ousni en attaque. Et puis des latéraux, je ne me rappelle plus leur nom, mais ils ont des offensifs qui savent participer énormément en jeu. Donc voilà. Le problème est là, notre capacité à les contenir et surtout mieux animer notre attaque pour mettre dans les meilleures conditions possibles soit Maignan Pavé, soit Ben Lalou. On verra la compo tout à l'heure. Voilà pour moi. En tout cas, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon match, bonne journée. Bonne deuxième journée de Ligue 2. On se retrouve dès lundi pour débriefer cette deuxième journée de Ligue 2. Okay, et puis, bon week-end également. Prenez soin de vous. Faites du sport. À bientôt. Ciao, ciao.